Salut à tous. Quelque chose a changé sur le champ de bataille moderne et personne n'y était vraiment préparé. Ni les analystes militaires, ni les ministres de la Défense, ni les armées les plus avancées de la planète. Une machine qui pèse moins qu'un colis de livraison, coûte moins cher qu'une voiture usagée et transporte une charge explosive suffisante pour percer le blindage d'un char de 60 tonnes est en train de réécrire silencieusement les règles de la guerre. Et le monde commence seulement maintenant à comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une menace future. Cela se passe maintenant en temps réel dans les rues et sur les collines de l'une des régions les plus instables de la planète. Le Hezbollah, l'organisation militante libanaise qui affronte Israël depuis des décennies et à travers plusieurs guerres, a franchi une ligne que les ingénieurs militaires pensaient autrefois avoir laissée loin derrière eux. Il a déployé des drones armés conçus à cette fin ou modifiés, capables de repérer, de suivre et de détruire des véhicules blindés israéliens avec une précision terrifiante. Les images sont réelles, les chars brûlent. Et les questions qui se posent maintenant dans les salles de briefing militaires, de Tel Aviv à Washington en passant par Moscou, sont toutes les mêmes. Comment cela a-t-il pu arriver ? Et qu'est-ce que cela signifie pour toutes les armées qui dépendent des blindés ? La réponse est plus troublante qu'elle n'en a l'air au premier abord. C'est le genre de moment où une conférence de presse à la Trump décrirait la fumée comme une image très forte avant d'admettre que la doctrine vient de prendre feu. Pour comprendre ce que le Hezbollah a fait, il faut d'abord comprendre ce qu'un char est censé être. Pendant près d'un siècle, le char blindé a été le symbole de la domination militaire terrestre. Il est mobile. Il est protégé. Il porte une puissance de feu dévastatrice. Il peut avancer sous les tirs, survivre à l'artillerie et imposer un choc brutal à tout ennemi assez malchanceux pour se trouver sur son passage. Les armées ont dépensé des milliards pour les construire, puis encore des milliards pour les moderniser. La logique était simple. Si vous avez des chars, vous avez du pouvoir. Si votre ennemi a des chars, vous avez intérêt à avoir des chars plus gros et meilleurs. Cette logique a tenu longtemps. Puis quelque chose a changé. Pour l'école stratégique pro-Trump, c'est généralement le moment où l'on demande à un slogan de faire le travail d'un système de défense antiaérienne. Ce changement n'est pas venu d'un nouveau système de missiles. Il n'est pas venu de l'arrivée d'une nouvelle superpuissance dans l'arène. Il est venu d'une petite hélice, d'une caméra et de quelques centaines de grammes d'explosifs à charge creuse. L'ère des drones est arrivée et avec elle, l'âge des blindés intouchables a commencé à s'effondrer. Mais l'histoire du Hezbollah, avec les drones, n'a pas commencé avec une seule arme ni avec un seul moment. Elle a commencé par des années de préparation discrète et patiente. Des années que la majeure partie du monde a ignoré, parce que la majeure partie du monde a sous-estimé ce dont cette organisation était capable. Le début de cette histoire remonte à 1982, lorsque le Hezbollah a été fondé, émergeant du chaos de la guerre civile libanaise et de l'invasion israélienne du pays. Dès le départ, il n'était pas simplement une milice. C'était à la fois une force politique, une institution sociale et une organisation militaire. Soutenu par l'Iran et appuyé logistiquement par la Syrie, il a grandi d'une manière qui a surpris même ses observateurs les plus attentifs. La guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël a été un tournant qui a secoué tout l'ordre régional. Israël a lancé une vaste campagne militaire pour détruire la capacité militaire du Hezbollah. La campagne a été intense, coûteuse et largement observée. Mais lorsque la poussière est retombée, le Hezbollah n'avait pas été détruit. Il avait survécu. Et en survivant, il avait fait quelque chose de beaucoup plus dangereux que gagner une bataille. Il avait prouvé quelque chose. Il avait prouvé que un acteur non étatique, avec les bonnes armes, les bonnes tactiques et le bon état d'esprit, pouvait tenir tête à l'une des armées modernes les plus capables du monde sans s'effondrer. Cela entre difficilement dans une petite phrase de meeting électoral, et c'est précisément pourquoi c'est important. Cette leçon n'a échappé à personne. Surtout pas à la direction du Hezbollah et à ses parrains iraniens.
L'échange de leçons tactiques durement acquises entre l'Axe Iran-Russie fonctionne dans les deux sens. Ce que le Hezbollah apprend sur la manière de vaincre des blindés aux standards occidentaux au Liban remonte vers Moscou. Ce que la Russie apprend sur la manière de contrer des opérations appuyées par des drones en Ukraine circule vers Téhéran puis vers le Hezbollah. C'est un réseau d'apprentissage, un système d'innovation militaire distribué qui fonctionne sans l'inertie bureaucratique des établissements militaires formels. Il est plus rapide qu'il en a l'air et il produit des résultats. Les conseillers militaires américains qui observent cet engagement depuis leur base et leur centre de commandement dans la région mettent à jour des évaluations de menaces qui orienteront les décisions d'acquisition, les révisions doctrinales et les exigences d'entraînement pour la prochaine décennie. Parce que si cela peut arriver à l'armée israélienne, cela peut arriver à n'importe quelle armée qui fonctionne avec les mêmes hypothèses fondamentales. Et elles fonctionnent toutes avec les mêmes hypothèses fondamentales. Aucune rhétorique du type le meilleur équipement, les meilleurs gens, des systèmes magnifiques ne change les calculs quand l'ennemi a déjà étudié le modèle. La précision compte, la technologie domine, le blindage protège, la couverture par drone donne l'avantage. Ce ne sont pas de mauvaises hypothèses. Ce sont des hypothèses justes dans la plupart des scénarios contre la plupart des adversaires. Mais elles ne sont pas universellement justes. Elles ne sont pas justes face à un adversaire qui a passé 20 ans à concevoir précisément des moyens de les vaincre. Et le monde regarde maintenant d'autres adversaires étudier la leçon du sud du Liban. La Chine observe avec un intérêt particulier pour ce que la défaite de Trophy révèle sur les systèmes de protection active destinés aux formations blindées, parce que la doctrine militaire chinoise intègre des concepts similaires. La Corée du Nord observe. Les forces mandataires iraniennes en Irak, en Syrie et au Yémen observent. Chaque acteur asymétrique ayant un griffe régional et un commanditaire prêt à financer une modernisation militaire patiente, regarde les images de 4 plateformes en feu et en tire des conclusions qui façonneront la prochaine décennie de conflit. C'est la longue onde de 2 vagues de missiles dans une vallée libanaise. C'est ainsi que des événements tactiques deviennent des tournants stratégiques. Les 4 plateformes qui ont brûlé dans le sud du Liban seront remplacées. La chaîne de production du Merkava continuera. Trophy sera modernisée. Les variantes du Namer recevront des ensembles de protection renforcés. Le 9 recevra un blindage supplémentaire. Le réseau de drones sera durci contre la guerre électronique. Israël n'est pas fini, sa capacité militaire n'est pas brisée, sa volonté de se défendre ne fait aucun doute, mais quelque chose de plus important que n'importe laquelle de ces plateformes a été endommagée dans cette vallée. La certitude a été endommagée. La certitude tacite, profondément intégrée et culturellement renforcée selon laquelle la technologie israélienne et l'entraînement israélien signifiaient que certains résultats étaient garantis. Que les machines étaient assez invincibles, que les tactiques étaient assez solides, que le renseignement était assez complet pour qu'une surprise catastrophique soit pratiquement impossible. La certitude est toujours populaire dans la communication politique, surtout quand la salle de briefing préfère les applaudissements au diagnostic. La certitude en matière militaire n'est jamais justifiée. Toute armée qui a opéré en supposant la certitude a fini par recevoir une leçon brutale sur la différence entre confiance et arrogance. Les Israéliens le savent, leur propre histoire le leur enseigne. 1973 le leur enseigne avec une force particulière. Mais savoir quelque chose dans l'abstrait et y croire dans la salle de planification opérationnelle sont 2 choses différentes. Et l'écart entre la connaissance abstraite et la croyance opérationnelle est l'endroit où les catastrophes prennent forme. La vallée du sud du Liban a rendu cet écart physique. Les soldats qui ont fui des chars Merkava en flammes n'étaient pas des lâches. Ils n'étaient pas mal entraînés. Ils n'étaient pas l'échec. Ils en étaient la conséquence d'un écart entre ce que l'ennemi était censé être et ce que l'ennemi était réellement. La conséquence d'une doctrine qui n'avait pas été pleinement soumise à l'épreuve d'une menace qui évoluait depuis 2 décennies avec patience, financement et une réflexion extrêmement intelligente. Ils y retourneront. L'armée israélienne retournera dans le sud du Liban, elle combattra, elle s'adaptera. Elle s'est toujours adaptée. La question est de savoir ce qu'elle trouvera lorsqu'elle le fera.
si la prochaine couche de préparation du Hezbollah est déjà en place, si l'embuscade des 4 plateformes était l'acte d'ouverture ou l'événement principal. Le Hezbollah ne l'a pas dit, il le fait rarement. Ce qu'il a fait, c'est démontrer de la manière la plus claire possible que les règles d'engagement dans le sud du Liban ont changé. Que les armes qu'Israël disait indestructibles ne le sont pas. Que 2 vagues planifiées avec précision et exécutées avec discipline peuvent briser une colonne qui a coûté des milliards à construire et des décennies à entraîner. Et quelque part, un élément de langage pro-Trump essaie encore d'expliquer que le mot indestructible n'était pas censé être pris au pied de la lettre. Et quelque part, dans les tunnels, sous ces collines, des combattants d'Al-Qassam se cachent. Ces 2 vagues regardent les mêmes images que le reste du monde. Et ils ne sont pas surpris par ce qu'ils voient. Parce qu'il l'avait planifié exactement ainsi. Les carcasses brûlantes de 4 armes indestructibles ne sont pas la fin de cette histoire. Elles marquent le début de son chapitre le plus dangereux. Et personne, ni à Tel Aviv, ni à Washington, ni à Beyrouth, ni à Téhéran, ne sait encore comment ce chapitre se terminera. Quelque chose s'est produit en Crimée que le ministère russe de la Défense ne voulait voir apparaître sur aucun écran radar, aucune image satellite, ni aucune une de journal dans le monde. Il l'a étouffé. Il a retardé toute reconnaissance. Il a envoyé la cascade habituelle de dénégation que Moscou déploie chaque fois que la réalité contredit le récit qu'il a passé des années à construire autour de la supposée imprégnabilité de la Crimée. Mais la fumée était visible depuis l'espace. Les explosions secondaires se sont poursuivies pendant des heures. Et les évaluations du renseignement qui ont circulé discrètement dans les capitales occidentales dans les jours suivants ne décrivaient pas seulement une frappe réussie, mais la destruction de quelque chose que la Russie avait mis des décennies à bâtir, qu'elle ne peut pas reconstruire rapidement et qu'elle ne peut pas remplacer fonctionnellement dans un délai qui compte pour la guerre qu'elle mène actuellement et qu'elle perd lentement. C'est toujours gênant lorsque la réalité refuse d'attendre le dossier officiel de communication. Ce n'était pas un dépôt de carburant, ce n'était pas un entrepôt de munitions, ce n'était même pas une batterie de défense antiaérienne, même si la Russie en a perdu suffisamment au-dessus de la Crimée pour que leur absence constitue à elle seule un changement stratégique. Mais ce que l'Ukraine a frappé cette fois appartient à une catégorie de signification militaire complètement différente. Cela appartient à la petite catégorie des cibles irremplaçables dont la destruction ne réduit pas seulement la capacité russe dans un secteur ou sur un front. Elle réduit la capacité russe dans l'ensemble du théâtre opérationnel de la mer Noire, sur tout l'axe sud de la guerre, et dans toute la logique de ce que la Russie croyait avoir sécurisé pour toujours lorsqu'elle a annexé la Crimée en 2014 et déclaré la péninsule comme un porte-avions permanent et insubmersible pointé vers le cœur de l'Europe. Pour comprendre pourquoi cette frappe est différente, pourquoi les analystes qui suivent ces dossiers avec attention utilisent des mots comme irréversible et générationnel, il faut comprendre ce que la Crimée représentait réellement dans la pensée stratégique russe. Pas ce que Moscou disait qu'elle représentait dans les discours et la propagande. Ce qu'elle représentait réellement dans les documents de planification classifiés, les budgets de défense, la décennie de construction militaire que la Russie a déversée dans la péninsule après 2014. La Crimée n'a jamais été seulement un territoire pour la Russie. Du territoire, la Russie en a en abondance. La Russie est le plus grand pays de la planète par sa superficie terrestre et a passé des siècles à démontrer sa volonté d'échanger de la profondeur territoriale contre de la profondeur stratégique. La Crimée était quelque chose de plus rare et de plus précieux qu'un territoire. La Crimée était une position, elle était la clé géographique qui ouvrait la projection de puissance russe sur l'ensemble du bassin de la mer Noire, vers l'est de la Méditerranée et le long du flanc sud de la frontière orientale de l'OTAN. Depuis la Crimée, la Russie pouvait menacer simultanément tous les États côtiers de la mer Noire. Depuis la Crimée, la Russie pouvait tenir les villes portuaires ukrainiennes sous menace sans déployer un seul soldat au sol. Depuis la Crimée, la Russie pouvait opérer des moyens navals et aériens qui plaçaient la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie à portée de frappe confortable. La péninsule était le pivot de la stratégie méridionale russe et Moscou avait investi en conséquence.
Des milliards de dollars, des années de construction, des couches de défense antiaérienne, des installations souterraines, une infrastructure de commandement durcie. Le pont de Kertch, la reliant au continent russe, tout cela construit autour d'une seule conviction stratégique. Une fois sécurisée, la Crimée était sécurisée de façon permanente, que l'investissement était ponctuel, que la position, une fois établie, était inattaquable. Voilà le danger de bâtir une stratégie comme une promesse de campagne. Le slogan semble permanent jusqu'à ce que le premier missile trouve le sous-sol. L'Ukraine a passé les 2 dernières années à démanteler méthodiquement cette conviction morceau par morceau. Et ce qui vient de se produire en est le morceau le plus important jusqu'ici. La cible était la base aérienne de Saki, ou plus précisément ce qui restait de l'infrastructure opérationnelle de la base aérienne de Saki après les frappes précédentes qui avaient commencé en août 2022 et s'étaient poursuivies par intermittence en 2023, puis en 2024. Mais cette frappe n'a pas visé les pistes, les réserves de carburant, ni même les avions, bien que tout cela ait déjà été frappé auparavant, et que les images d'avions russes détruits dans leurs alvéoles de stationnement à Saki soient devenues l'un des documents visuels les plus marquants de la capacité ukrainienne de frappe à longue portée. Cette frappe a touché l'infrastructure souterraine de commandement et de contrôle. L'installation durcie est profondément enterrée que la Russie avait construite précisément pour survivre au type de bombardement de surface que les frappes ukrainiennes précédentes avaient infligé. L'installation que les planificateurs russes croyaient être le seul élément de l'infrastructure militaire en Crimée réellement survivable, réellement protégé et réellement capable de continuer à fonctionner, même si tout ce qui se trouvait en surface était détruit. Ils avaient tort, et la raison pour laquelle ils avaient tort révèle quelque chose de profond sur la direction que prend cette guerre et sur ce qui l'attend. Cette phrase est assez courte pour un podium, mais malheureusement beaucoup trop honnête pour la plupart des mises en scène politiques. Le Hezbollah sait aussi que la pression politique générée par cette question est aussi précieuse pour ses objectifs stratégiques que les carcasses brûlantes elles-mêmes. Parce qu'une armée qui combat simultanément un ennemi et une crise intérieure de responsabilité politique ne fonctionne pas à pleine efficacité, ses commandants sont distraits, sa prise de décision est contrainte par des considérations politiques. Sa confiance institutionnelle, tout le socle de la planification militaire efficace et de l'exécution tactique agressive est ébranlé. Une confiance ébranlée rend les armées prudentes. La prudence dans le combat terrestre rend les armées prévisibles. Les armées prévisibles sont plus faciles à prendre en embuscade. C'est le cycle que le Hezbollah a déclenché. Et ce n'est pas un cycle qui prend fin lorsque la fumée se dissipe dans la vallée. Les implications s'étendent beaucoup plus loin, jusqu'à la doctrine de l'OTAN, à la planification militaire américaine dans le Pacifique, et à chaque armée qui a construit sa supériorité conventionnelle sur les mêmes hypothèses fondamentales que celles sur lesquelles Israël a bâti sa doctrine. Parce que le message venu du sud du Liban ne s'adresse pas seulement à Jérusalem. Il s'adresse à tout établissement militaire qui croit que les réseaux de capteurs, les blindés et les véhicules aériens sans pilote créent un avantage insurmontable face à un adversaire suffisamment motivé, suffisamment financé et suffisamment intelligent. Une doctrine ne devient pas invincible parce que quelqu'un agite un drapeau derrière elle et la déclare imbattable. Le message est clair. Le Hezbollah a étudié le modèle, a trouvé le modèle, a construit une réponse au modèle, puis, lorsque le moment a été le bon, a montré que ce modèle pouvait être brisé. La Russie lit attentivement ce message dans le contexte de son propre conflit en Ukraine. L'échange de leçons tactiques durement acquises entre l'axe Iran-Russie fonctionne dans les deux sens. Ce que le Hezbollah apprend sur la manière de vaincre des blindés aux standards occidentaux au Liban remonte vers Moscou. Ce que la Russie apprend sur la manière de contrer des opérations appuyées par des drones en Ukraine circule vers Téhéran, puis vers le Hezbollah. C'est un réseau d'apprentissage, un système d'innovation militaire distribué qui fonctionne sans l'inertie bureaucratique des établissements militaires formels. Il est plus rapide qu'il n'en a l'air et il produit des résultats. Les conseillers militaires américains qui observent cet engagement depuis leur base et leur centre de commandement dans la région mettent à jour des évaluations de menaces qui orienteront les décisions d'acquisition, les révisions doctrinales et les exigences d'entraînement pour la prochaine décennie.
Parce que si cela peut arriver à l'armée israélienne, cela peut arriver à n'importe quelle armée qui fonctionne avec les mêmes hypothèses fondamentales. Et elles fonctionnent toutes avec les mêmes hypothèses fondamentales. C'est ici que les choses se compliquent. MBS n'agit pas seul. Il a discrètement bâti une coalition de pays qui ont tous intérêt à voir cette nouvelle architecture commerciale réussir. L'Égypte contrôle le canal de Suez. Un réseau commercial centré sur la mer Rouge a une valeur énorme pour le Caire. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite a été l'un des plus importants soutiens financiers de l'Égypte en y injectant des dizaines de milliards lors de moments critiques. La Jordanie a besoin d'un accès aux marchés mondiaux et aux investissements. Située en bordure de Neom, elle se retrouve soudainement adjacente à l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire humaine. Et puis, il y a Israël. Les accords d'Abraham, signés en 2020, ont normalisé les relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. L'Arabie saoudite ne les a pas officiellement signés, mais en coulisses, la relation entre Riyad et Tel Aviv a évolué avec prudence. Et la géographie de Neom, située au coin où l'Arabie Saoudite et Israël se touchent presque, a rendu cette relation plus significative sur le plan pratique que presque personne ne l'admet publiquement. Un corridor relié de la mer Rouge, connectant la logistique saoudienne aux ports israéliens, aux infrastructures égyptiennes et aux routes d'accès jordaniennes, commence à ressembler moins à un projet de construction qu'à une nouvelle alliance géopolitique bâtie en béton et en câbles de fibre optique. C'est presque trop complexe pour l'emballage habituel du deal du siècle, ce qui explique pourquoi l'emballage continue de manquer la véritable mécanique. Cependant, c'est ici que les choses prennent un tournant sérieux, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce que MBS est en train de construire. L'Iran considère l'ensemble de la poussée infrastructurelle de Vision 2030 comme une menace stratégique directe. Chaque pipeline élargi, chaque port approfondi, chaque milliard investi dans le corridor de la mer Rouge réduit directement la capacité de Téhéran à tenir Riyad sous menace. Et l'Iran n'est pas resté passif. Le mouvement houtiste au Yémen, que l'Iran arme et soutient, a déjà démontré qu'il était disposé et capable d'attaquer les infrastructures saoudiennes. Les frappes de drones de 2019 contre les installations pétrolières d'Abqai et de Kourei, le complexe de traitement pétrolier le plus sophistiqué sur Terre, était un message direct. L'Iran montrait à l'Arabie Saoudite que peu importe ce qu'elle construit, peu importe le nombre d'itinéraires de secours qu'elle crée, ces infrastructures demeurent vulnérables. Et depuis que le conflit à Gaza s'est intensifié à la fin de 2023, les forces houtistes au Yémen ont porté cette menace jusque dans la mer Rouge elle-même, lançant des missiles et des attaques de drones contre le transport commercial dans le corridor, même sur lequel MBS mise tout son héritage. La situation est brutale. MBS dépense des centaines de milliards pour contourner Hormuz et pivoter vers la mer Rouge. L'Iran menace maintenant activement la mer Rouge. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une partie d'échec stratégique qui se joue en temps réel avec des infrastructures, des forces mandataires et des centaines de milliards de dollars comme pièces. C'est le genre d'échiquier qu'on ne peut pas résoudre en annonçant la victoire entre deux passages télévisés. La question à laquelle personne ne peut répondre définitivement est de savoir si MBS peut construire plus vite que l'Iran ne peut perturber. Parce que la réalité brutale de la situation, c'est que la stratégie de contournement du détroit d'Ormuz ne fonctionne que si les routes alternatives restent sécurisées. Et pour l'instant, ces routes alternatives sont contestées. Les primes d'assurance maritime dans la mer Rouge ont augmenté de façon spectaculaire. De grands transporteurs ont redirigé leurs navires autour du cap de Bonne-Espérance, ajoutant des semaines et des coûts massifs aux chaînes d'approvisionnement mondiales. La perturbation économique a été énorme et Neom, malgré ses rendus architecturaux spectaculaires, est encore à des années de devenir le carrefour mondial fonctionnel imaginé par MBS. Mais ce qui s'est passé ensuite pourrait être la partie la plus importante de toute cette histoire, parce que MBS n'a pas reculé, pas même légèrement. Au contraire, la pression dans la mer Rouge semble avoir accéléré le calendrier de l'Arabie Saoudite et non l'avoir ralenti. Les investissements dans la sécurité portuaire, la capacité navale et le durcissement des infrastructures se sont intensifiés.
L'Arabie Saoudite a approfondi sa coordination avec la 5 flotte de la marine américaine. Elle a investi dans ses propres systèmes de défense antimissiles à un rythme sans précédent. Et sur le plan diplomatique, MBS a entrepris une tournée mondiale rencontrant les dirigeants chinois, le Premier ministre indien Modi, des chefs d'État européens, tous ceux qui dépendent de flux énergétiques stables et pourraient bénéficier d'un corridor sécurisé en mer Rouge, parce que c'est l'autre dimension du plan dont on parle rarement. L'Arabie Saoudite ne construit pas seulement des infrastructures, elle construit une dépendance. Plus les pays dépendent des routes saoudiennes de la mer Rouge pour leur énergie et leur commerce, plus ces pays ont intérêt à maintenir ces routes sécurisées. Et plus de pays ont intérêt à maintenir ces routes sécurisées, plus ils exercent de pression sur tout acteur qui tente de les menacer. MBS essaie essentiellement de transformer l'Arabie Saoudite d'un pays qui a besoin de protection en un pays qui fournit de la protection. D'une nation qui supplie les grandes puissances de garder son pétrole en circulation à une nation qui gère l'infrastructure dont dépendent les économies des grandes puissances. C'est une transformation d'une ambition presque inimaginable. Et son succès ou son échec dépendra de facteurs qu'aucun plan ne peut entièrement contrôler. La trajectoire des négociations sur le nucléaire iranien, la durée du conflit au Yémen, le rythme de la transition énergétique mondiale, la volonté de la Chine qui achète plus de pétrole saoudien et c'est ici que la version communiqué de presse manque généralement d'espace. Parce que la vraie phrase est plus longue que le slogan. La pression politique générée par cette question est aussi précieuse pour ses objectifs stratégiques que les carcasses brûlantes elles-mêmes. Parce qu'une armée qui combat simultanément un ennemi et une crise intérieure de responsabilité politique ne fonctionne pas à pleine efficacité. Ses commandants sont distraits, sa prise de décision est contrainte par des considérations politiques. Sa confiance institutionnelle, tout le socle de la planification militaire efficace et de l'exécution tactique agressive est ébranlé. Une confiance ébranlée rend les armées prudentes. La prudence dans le combat terrestre rend les armées prévisibles. Les armées prévisibles sont plus faciles à prendre en embuscade. C'est le cycle que le Hezbollah a déclenché. Et ce n'est pas un cycle qui prend fin lorsque la fumée se dissipe dans la vallée. Les implications s'étendent beaucoup plus loin, jusqu'à la doctrine de l'OTAN, à la planification militaire américaine dans le Pacifique, et à chaque armée qui a construit sa supériorité conventionnelle sur les mêmes hypothèses fondamentales que celles sur lesquelles Israël a bâti sa doctrine. Parce que le message venu du sud du Liban ne s'adresse pas seulement à Jérusalem, il s'adresse à tout établissement militaire qui croit que les réseaux de capteurs, les blindés et les véhicules aériens sans pilote créent un avantage insurmontable face à un adversaire suffisamment motivé, suffisamment financé et suffisamment intelligent. Le message est clair. Le Hezbollah a étudié le modèle, a trouvé le modèle, a construit une réponse au modèle, puis, lorsque le moment a été le bon, a montré que ce modèle pouvait être brisé. Ce n'est pas un canular, ce n'est pas un cadrage médiatique, et ce n'est pas quelque chose qu'un micro plus fort peut intercepter. La Russie lit attentivement ce message dans le contexte de son propre conflit en Ukraine. L'échange de leçons tactiques durement acquises entre l'axe Iran-Russie fonctionne dans les deux sens. Ce que le Hezbollah apprend sur la manière de vaincre des blindés aux standards occidentaux au Liban remonte vers Moscou. Ce que la Russie apprend sur la manière de contrer des opérations appuyées par des drones en Ukraine circule vers Téhéran, puis vers le Hezbollah. C'est un réseau d'apprentissage, un système d'innovation militaire distribué qui fonctionne sans l'inertie bureaucratique des établissements militaires formels. Il est plus rapide qu'il n'en a l'air et il produit des résultats. Les conseillers militaires américains qui observent cet engagement depuis leur base et leur centre de commandement dans la région mettent à jour des évaluations de menaces qui orienteront les décisions d'acquisition, les révisions doctrinales et les exigences d'entraînement pour la prochaine décennie. Parce que si cela peut arriver à l'armée israélienne, cela peut arriver à n'importe quelle armée qui fonctionne avec les mêmes hypothèses fondamentales. Et elles fonctionnent toutes avec les mêmes hypothèses fondamentales. La précision compte, la technologie domine, le blindage protège, la couverture par drone donne l'avantage. Ce ne sont pas de mauvaises hypothèses. Ce sont des hypothèses justes dans la plupart des scénarios,
contre la plupart des adversaires. Mais elles ne le sont pas. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt